Un homme d'affaires millionnaire a rejeté son propre fils en apprenant qu'il naîtrait malade. À ses yeux, cet enfant serait un fardeau, une erreur en dehors de ses plans. Les années ont passé. L'homme a bâti un empire, tandis que le fils grandissait en luttant simplement pour survivre. Mais le destin a pris un tournant cruel. Lorsque le millionnaire s'est retrouvé aux portes de la mort, il a découvert qu'il n'existait qu'une seule personne au monde capable de le sauver, le fils qu'il avait abandonné. Et quand ce jeune homme a entendu la demande désespérée, sa réponse a laissé tout le monde sous le choc. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où nos récits voyagent. Caleb Morrison a toujours su exactement ce qu'il voulait dans la vie. À 28 ans, il possédait déjà un appartement en centre-ville, une voiture importée et un agenda rempli de rendez-vous avec des investisseurs. Il travaillait 16 heures par jour, bâtissant son entreprise de conseil financier à partir de rien. Pour Caleb, tout relevait de la stratégie. Chaque décision devait être calculée. Chaque risque, mesuré. Chaque étape, planifiée. C'est lors d'une soirée de networking qu'il a rencontré Naomi Carter. Elle était différente des femmes qu'il croisait habituellement dans ce genre d'événements. Naomi ne portait pas de vêtements de marque et ne parlait pas d'investissement. Elle était assistante sociale, travaillait dans un quartier défavorisé et affichait un sourire qui illuminait la pièce. Caleb a été attiré par cette simplicité. Pendant quelques mois, ils ont vécu une relation intense et improbable. Naomi a rapidement découvert qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle l'a annoncé à Caleb, il a eu l'impression que le monde s'écroulait. Cela ne faisait pas partie de ses plans. Il venait de conclure un contrat important. Il s'apprêtait à ouvrir une filiale dans une autre ville. Un enfant signifiait des responsabilités qu'il n'était pas prêt à assumer. Mais Naomi rayonnait. Elle lui a pris la main et a dit qu'ils y arriveraient ensemble. Les mois ont passé. Caleb faisait semblant de s'intéresser à la situation, mais au fond de lui, il ressentait un poids de plus en plus lourd. Il accompagnait Naomi aux consultations médicales, mais restait le nez sur son téléphone à répondre à des emails. Il l'entendait parler de prénoms pour le bébé, mais son esprit était toujours ailleurs. Lorsque l'échographie a révélé que ce serait un garçon, elle a pleuré de joie. Lui s'est contenté de hocher la tête. Au 7e mois de grossesse, les médecins ont détecté un problème. Le bébé présentait une grave malformation cardiaque. Il aurait besoin d'un suivi constant et, très probablement, de chirurgie peu après la naissance. Les coûts seraient élevés. Le traitement, long. L'incertitude, permanente. Naomi a accueilli la nouvelle avec courage. Elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il faudrait pour sauver son fils. Caleb, en revanche, a ressenti autre chose. Il a ressenti de la peur, pas seulement pour la santé de l'enfant, mais pour ce que cela représenterait dans sa propre vie. Il a imaginé des nuits sans sommeil, des factures médicales interminables, des engagements annulés. Il a imaginé son image publique associée à la fragilité. Il a pensé à la réaction de ses associés, à la façon dont ses clients le verraient. Et, pour la première fois, Caleb a envisagé une échappatoire. Une semaine avant l'accouchement, il a eu une conversation avec Naomi. Elle a été brève et glaciale. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, que toute cette situation était trop lourde pour lui, que ce serait mieux pour tout le monde s'il prenait ses distances. Naomi est restée silencieuse un long moment. Puis, les yeux remplis de larmes, elle lui a demandé s'il en était sûr. Caleb a confirmé. Il a laissé une enveloppe d'argent sur la table et a quitté son appartement sans se retourner. Elijah Carter est né par une nuit d'hiver pluvieuse. Naomi était seule en salle d'accouchement, tenant la main d'une infirmière qu'elle connaissait à peine. Le bébé est venu au monde avec un cri faible, presque un murmure. Les médecins l'ont immédiatement emmené en soins intensifs néonataux. Naomi n'a pu le voir que des heures plus tard, à travers une vitre, reliée à des tubes et à des moniteurs.
elle a posé la main contre le verre et lui a promis de ne jamais l'abandonner. Les premières années de la vie d'Elijah ont été une succession d'hôpitaux. Il a passé plus de temps dans des lits d'hospitalisation qu'à la maison. Naomi travaillait le jour et s'occupait de lui la nuit. Elle a appris à reconnaître les signes d'une crise cardiaque, à administrer des médicaments, à vivre avec la peur constante de perdre son fils. L'argent laissé par Caleb s'est rapidement épuisé. Naomi a dû demander de l'aide à sa famille, organiser des tombolas, accepter des dons. Mais elle ne s'est jamais plainte. Elle aimait Elijah avec une force qui venait d'un endroit profond, presque sacré. Elijah a grandi en sachant qu'il était différent. Il ne pouvait pas courir comme les autres enfants. Il ne pouvait pas jouer à chat ou au football. Le moindre effort physique pouvait être dangereux. Il passait des heures assis, à observer le monde à travers les fenêtres des hôpitaux. Sa mère lui répétait qu'il était spécial, que Dieu avait des projets importants pour lui. Mais Elijah connaissait la vérité. Il savait que son père était parti avant même de le connaître. Un jour, à l'âge de 8 ans, Elijah a posé des questions sur son père. Naomi a pris une grande inspiration et lui a raconté une version adoucie de l'histoire. Elle a dit que c'était un homme très occupé, qui n'était pas prêt à être père. Elijah a encaissé l'information en silence. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il a pleuré. Non pas à cause de la douleur physique qu'il ressentait constamment dans la poitrine, mais à cause de la douleur de savoir qu'il n'avait pas été suffisant, qu'il avait été rejeté avant même d'avoir eu la chance d'exister pleinement. Pendant ce temps, Caleb Morrison prospérait. Son entreprise grandissait année après année. Il a ouvert des bureaux dans 5 États. Il a fait la couverture de magazines économiques. Il a donné des conférences sur la réussite et le leadership. Il a épousé une directrice marketing et ils ont eu 2 filles en parfaite santé. Il a fait construire une immense villa dans un lotissement sécurisé et acheté une maison au bord de la mer. Aux yeux du monde, Caleb avait tout. Mais il portait un secret qu'il gardait pour lui seul. Un secret qu'il avait enfermé dans un tiroir de son esprit et dont il avait jeté la clé. Il n'avait jamais parlé d'Elijah à sa femme, jamais mentionné le fils qu'il avait abandonné. Parfois, tard le soir, lorsqu'il était seul dans son bureau, la pensée refaisait surface. Il se demandait si le garçon avait survécu, s'il allait bien. Mais il chassait vite ses idées. Il se convainquait qu'il avait fait le bon choix, que cet enfant aurait une vie meilleure sans lui. Naomi, de son côté, n'avait jamais dit de mal de Caleb à Elijah. Elle croyait que la haine empoisonnerait le cœur de son fils. Alors elle lui avait appris à pardonner, à être fort, à trouver de la valeur en lui-même, indépendamment de ceux qui l'avaient rejeté. Elijah avait grandi mince, fragile, mais avec une détermination impressionnante. Il avait appris à lire très tôt et dévorer les livres. Il avait appris à jouer de la guitare, même avec les mains tremblantes. Il avait compris que la vie était précieuse justement parce qu'elle était fragile. À 15 ans, Elijah fit un arrêt cardiaque lors d'un examen de routine. Les médecins réussirent à le ranimer, mais de justesse. Naomi passa 3 jours sans quitter l'hôpital, priant, négociant avec Dieu. Quand Elijah ouvrit les yeux, la première chose qu'il vit fut le visage de sa mère, marqué par des nuits blanches, mais toujours illuminé par un amour inconditionnel. Il lui prit la main et lui dit qu'il n'avait pas peur de mourir. Naomi répondit qu'il ne mourrait pas tant qu'elle serait en vie. Les années passèrent. Elijah devint un jeune adulte. Sa condition ne s'améliora pas, mais il apprit à vivre avec. Naomi vieillissait trop vite. La fatigue de décennies de lutte commençait à se faire sentir. Mais ils savaient l'un l'autre. Et cela, pour eux, suffisait. À 53 ans, Caleb était au sommet de sa carrière. Il venait de conclure la plus grande affaire de sa vie. Il prévoyait de s'étendre à l'international. Sa famille était belle, brillante, admirée. Il pensait rarement au passé.
Il avait construit des murs si hauts autour de ce secret qu'il ne pouvait plus lui-même les franchir. Mais le destin a une manière bien à lui de faire remonter à la surface ce qu'on croyait enfoui. Et bientôt, Caleb Morrison découvrirait que certaines décisions ne restent jamais dans le passé. Elles attendent simplement le bon moment pour revenir. 25 ans après cette nuit d'hiver pluvieuse, Elijah Carter se réveillait à 6 heures du matin, comme il le faisait toujours. Il prenait ses médicaments, toute une rangée de comprimés qu'il connaissait par cœur. Il se douchait lentement, car le moindre mouvement brusque pouvait déclencher une arythmie. Il enfilait une chemise simple et un jean. En se regardant dans le miroir, il voyait un homme mince, aux traits creusés, mais avec cette lueur persistante dans le regard de quelqu'un qui refuse d'abandonner. Sa mère, Naomi, était morte 3 ans plus tôt. Une crise cardiaque soudaine, pendant son sommeil. Elijah avait découvert son corps au matin et avait eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Naomi avait été son ancre, sa raison de continuer à avancer. Sans elle, le monde lui avait paru plus petit, plus froid. Mais il avait honoré sa mémoire de la seule manière qu'il connaissait, en continuant à vivre avec dignité. Elijah travaillait dans un centre communautaire du quartier où il avait grandi. Il coordonnait un programme destiné aux jeunes en situation de risque. Il enseignait l'informatique, aidait aux devoirs, écoutait des récits de vie difficiles. Les adolescents le respectaient parce qu'il ne jugeait jamais. Il savait ce que c'était que de grandir avec le poids de l'invisibilité. Il savait ce que signifiait lutter simplement pour exister. Ce matin-là, alors qu'il marchait lentement vers le centre communautaire, Elijah ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Ce n'était pas inhabituel, mais cette fois-ci, elle était plus forte que d'ordinaire. Il s'arrêta, s'adossa à un poteau et respira profondément. Il attendit que la douleur passe. Elle finit par s'atténuer, mais laissa derrière elle une profonde fatigue. Elijah savait que son cœur se détériorait. Les médecins avaient été clairs lors de la dernière consultation. Il avait besoin d'une greffe. Sans cela, il lui restait tout au plus 2 ans à vivre. Mais la liste d'attente pour un cœur compatible était longue, et Elijah n'avait pas les moyens de recourir à des traitements privés. Il se trouvait dans la même situation que des milliers d'autres personnes, attendre un miracle. De l'autre côté de la ville, dans un cabinet médical luxueux, Caleb Morrison recevait un diagnostic qui ébranlait toutes ses certitudes. Le médecin, un spécialiste renommé, lui expliquait la situation en termes techniques que Caleb essayait d'assimiler. Il souffrait d'une maladie rare et dégénérative qui attaquait ses reins et compromettait l'ensemble de son système circulatoire. Elle était agressive et répondait mal aux traitements conventionnels. Caleb écoutait en silence. Sa femme, Melissa, lui serrait la main avec force. Leur fille se trouvait dans la salle d'attente sans connaître la gravité de la situation. Le médecin fut direct. Il avait besoin d'un donneur compatible pour une procédure extrêmement délicate. Sans cela, il lui restait quelques mois, peut-être 1 an. Pour la première fois de sa vie, Caleb Morrison n'avait le contrôle sur rien. Il avait toujours réussi à acheter des solutions. Il avait toujours trouvé une issue. Mais cette fois, c'était différent. L'argent n'achetait pas la compatibilité génétique. Il n'achetait pas le temps. Il quitta le cabinet en silence, ressentant pour la première fois le poids de sa propre mortalité. Dans les semaines qui suivirent, Caleb passa tous les examens possibles. Sa femme fut testée. Elle n'était pas compatible. Ses filles non plus. Les médecins commencèrent à consulter les banques de donneurs. Rien. La compatibilité requise était rare, presque impossible. C'est alors que l'un des médecins suggéra quelque chose que Caleb n'avait jamais envisagé. Vérifier s'il existait des parents de sang qui n'avaient pas été inclus dans les recherches. Caleb sentit son estomac se nouer. Il savait parfaitement ce que cela signifiait. Pendant des années, il avait enfoui ce secret. Mais désormais, face à la mort,
il n'avait plus le choix. Un soir, enfermé dans son bureau, il raconta tout à Mélissa. Naomi, le bébé, la décision prise 25 ans plus tôt. Mélissa fut sous le choc. Elle le regarda comme si elle découvrait un étranger. « Tu as un fils et tu ne me l'as jamais dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Caleb baissa la tête. Il n'y avait aucune défense possible. Il avait été lâche. Et maintenant, il en payait le prix. Mélissa quitta le bureau sans dire un mot de plus. Caleb resta seul, entouré du luxe qu'il avait bâti, mais envahi par un vide dévastateur. Il savait qu'il devait retrouver Elijah, non par remords, non par amour, mais par nécessité. Les enquêteurs qu'il engagea mirent à peine une semaine à localiser Elijah Carter. Caleb reçut le rapport les mains tremblantes. Il y avait des photos. Elijah était mince, noir, avec des traits qui lui rappelaient vaguement les siens. Il travaillait dans un centre communautaire, vivait seul dans un appartement modeste. Et, surtout, il souffrait lui aussi de graves problèmes cardiaques. En lisant ces informations, Caleb ressentit quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. De la culpabilité. Cet homme, son fils, avait souffert toute sa vie d'une condition présente dès la naissance. Et Caleb n'avait pas été là. Jamais. Il referma le dossier et inspira profondément. Il n'y avait plus de temps pour la culpabilité. Il avait besoin d'aide. Et Elijah était sa seule chance. Pendant ce temps, Elijah poursuivait sa routine. Il n'avait aucune idée que, à des kilomètres de là, quelqu'un pensait à lui. Quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont il portait le nom dans son sang. Il se levait, travaillait, rentrait chez lui, prenait ses médicaments, lisait des livres, parlait avec les jeunes du centre. Il essayait de ne pas trop penser à la mort qui approchait. Un après-midi, alors qu'il organisait des dons au centre communautaire, Elijah reçut un appel d'un numéro inconnu. C'était une secrétaire, à la voix professionnelle et polie. Elle expliqua qu'elle représentait M. Caleb Morrison et que celui-ci souhaitait organiser une rencontre urgente. Le cœur d'Elijah s'accéléra. Pas d'émotion, mais quelque chose qui ressemblait à de la colère. Il savait qui était Caleb Morrison. Sa mère lui avait raconté. L'homme qui les avait abandonnés. L'homme qui avait choisi la réussite plutôt que son fils. Et maintenant, après 25 ans, il voulait un rendez-vous? Pourquoi? Demanda Elijah d'une voix ferme. La secrétaire hésita. C'est une affaire délicate, Monsieur Carter. Monsieur Morrison préfère vous l'expliquer en personne. Elijah resta silencieux un long moment. Une partie de lui voulait refuser, raccrocher, continuer sa vie comme si cet homme n'existait pas. Mais une autre partie, curieuse et peut-être encore blessée, voulait savoir, voulait entendre ce que Caleb avait à dire après tout ce temps. « Très bien, dit-il finalement. Fixez le rendez-vous. » La rencontre fut fixée pour la semaine suivante, dans un café discret du centre-ville. Elijah arriva en avance, commanda un café noir et s'installa à une table dans un coin. Son cœur battait de façon irrégulière, mais il tenta de rester calme. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Il ignorait s'il ressentirait de la colère, de la tristesse ou de l'indifférence. Lorsque Caleb entra dans le café, Elijah le reconnut immédiatement. Malgré les années, malgré la fatigue visible, quelque chose en lui était familier. Caleb regarda autour de lui, aperçut Elijah et se dirigea vers la table. Il paraissait plus petit que ce qu'Elijah avait imaginé, plus humain, plus fragile. « Elijah, » dit Caleb d'une voix rauque. « Monsieur Morrison, » répondit Elijah sans émotion. Caleb s'assit. Un silence lourd s'installa entre eux. Des années d'absence condensées en quelques mètres de distance. Finalement, Caleb prit la parole. « Je sais que je n'ai pas le droit d'être ici. Je sais que je t'ai abandonné. Mais j'ai besoin de ton aide. » Elijah ne dit rien. Il attendit simplement. Caleb expliqua tout. La maladie,
la nécessité d'un donneur compatible, la possibilité qu'Elijah soit sa seule chance. Il ne demanda pas pardon. Il ne chercha pas à justifier le passé. Il exposa la situation avec la même froideur que celle qu'il utilisait lors de ses réunions d'affaires. Lorsqu'il eut terminé, Elijah se pencha en arrière sur sa chaise et observa l'homme en face de lui. L'homme qui aurait dû être son père, mais qui avait choisi de ne pas l'être. « Tu es venu me voir parce que tu es en train de mourir, » dit Elijah d'une voix calme. « Pas parce que je t'ai manqué, pas parce que tu regrettes, mais parce que tu as besoin de quelque chose. » Caleb ne le nia pas. Elijah hocha lentement la tête. « Je vais réfléchir. » Puis il se leva et quitta le café, laissant Caleb seul face au poids de ses propres choix. Les jours qui suivirent furent éprouvants pour Elijah. Il essayait de se concentrer sur son travail, mais la conversation avec Caleb résonnait sans cesse dans son esprit. Il pensait à sa mère, à tout ce qu'elle avait enduré seule. Aux nuits où il se réveillait en proie à la douleur et voyait Naomi à ses côtés, épuisée, mais toujours présente. Et il pensait à cet homme qui avait tout, mais qui n'était apparu que lorsqu'il avait eu besoin de quelque chose. Elijah parla à son médecin de la possibilité d'être donneur. Le médecin se montra prudent. Il expliqua que, compte tenu de l'état cardiaque d'Elijah, toute intervention serait extrêmement risquée. Mais il pouvait effectuer les tests de compatibilité pour en avoir le cœur net. Elijah accepta. Pas pour Caleb, mais parce qu'il voulait savoir. Les examens prirent une semaine. Elijah se rendit plusieurs fois à l'hôpital, donna son sang, passa des scanners. Pendant ce temps, Caleb attendait. Il appelait sa secrétaire tous les jours pour savoir s'il y avait des nouvelles. Mélissa restait distante. Les filles posèrent des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Son empire continuait de fonctionner, mais pour la première fois, cela lui importait peu. Lorsque les résultats tombèrent, les médecins furent impressionnés. Elijah était compatible. La compatibilité génétique était presque parfaite, chose rare même entre proches parents. Mais il y avait un problème majeur. L'état d'Elijah était encore plus grave que ce que les examens précédents avaient révélé. Son cœur se détériorait rapidement. Le muscle cardiaque était si affaibli que le moindre stress supplémentaire pouvait être fatal. Le médecin convoqua Elijah et lui expliqua la situation. « Vous êtes compatible, mais la procédure pour être donneur mettrait votre vie en danger extrême. Vos chances de survie sont minimes. » Elijah écouta en silence. Il savait que ce moment arriverait. D'une certaine manière, il avait toujours su que sa vie serait courte. Mais l'entendre à voix haute était différent. « Et si je ne fais rien ?» demanda-t-il. « Il vous reste au maximum 6 mois. Peut-être moins. Vous avez besoin d'une greffe en urgence, Elijah. Mais la liste d'attente est longue. » Elijah hocha la tête. 6 mois. Un demi-an. Il pensa à ce qu'il pourrait encore faire durant ce temps, aux jeunes du centre communautaire, aux histoires qu'il voulait encore entendre, aux livres qu'il souhaitait encore lire. Il pensa à sa mère, qui s'était battue si fort pour le maintenir en vie. Et il pensa à Caleb, qui attendait une réponse. Ce soir-là, Elijah appela Caleb. Ils fixèrent un nouveau rendez-vous dans le même café. Cette fois, Caleb arriva accompagné de Mélissa. Elle voulait rencontrer le beau-fils dont elle ignorait l'existence. En voyant Elijah, ses yeux se remplirent de larmes. Elle vit un jeune homme fatigué, mais digne. Le fils que Caleb avait abandonné. Elijah expliqua les résultats des examens. Il dit qu'il était compatible, mais que l'intervention était beaucoup trop risquée. Caleb écoutait, la respiration lourde. Pour la première fois, il sembla réellement désespéré. « Y a-t-il une chance ?» demanda Caleb. « Il y en a une, » répondit Elijah. « Mais je n'y survivrai probablement pas. » Mélissa se couvrit le visage de ses mains. Caleb resta figé. Il était venu en espérant une solution.
Mais cette solution signifiait désormais sacrifier la vie du fils qu'il n'avait jamais connu. « Je ne peux pas te demander ça, » dit Caleb, la voix brisée. « Je n'en ai pas le droit. » Elijah le regarda longuement. « Tu as raison. Tu n'en as pas. » Un silence lourd s'installa. « Mais je vais le faire, » dit Elijah, les surprenant tous les deux. Caleb releva la tête, déconcerté. « Faire quoi ? » « Je vais passer tous les examens. Je vais parler au médecin de l'intervention. »« Pas pour toi, » dit Elijah en regardant Caleb droit dans les yeux. « Mais parce que je ne veux pas mourir en sachant que j'aurais pu faire quelque chose. Même pour quelqu'un qui ne m'a jamais voulu. » Caleb ne trouva pas les mots. Des larmes coulèrent sur son visage, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des décennies. Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Dans les semaines qui suivirent, une équipe médicale d'élite fut constituée. Des spécialistes de tout le pays furent consultés. L'intervention serait expérimentale, risquée, mais une chance existait. Elijah subirait d'abord une opération destinée à stabiliser son cœur avant de devenir donneur. C'était un pari désespéré. La chirurgie fut programmée. Une intervention en 2 temps. D'abord stabiliser le cœur d'Elijah. Ensuite, procéder à la greffe pour Caleb. Les chances étaient faibles, mais elles existaient. La veille de l'opération, Elijah était seul dans sa chambre d'hôpital. Il regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville. Il se demandait s'il les reverrait un jour. Il se demandait si tout cela avait un sens. Caleb entra dans la chambre, hésitant. « Je peux entrer ?» Elijah acquiesça. Caleb s'approcha et resta près du lit. « Je ne t'ai jamais demandé pardon, » dit Caleb, « parce que je sais que je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches que je suis désolé. Pour tout. » Elijah le regarda. « Tu regrettes parce que tu es désespéré. Si tout allait bien, je serais encore invisible pour toi. » Caleb ne le nia pas, parce que c'était vrai. « Mais j'accepte tes regrets, » poursuivit Elijah, « pas parce que ça change le passé, mais parce que je ne veux pas mourir rempli de colère. » L'opération d'Elijah dura 14 heures. L'équipe médicale travailla sans relâche, affrontant des complications qui surgissaient à chaque instant. 2 fois, son cœur s'arrêta. 2 fois, ils réussirent à le ramener. Caleb attendait à l'extérieur, faisant les 100 pas, incapable de rester immobile. Mélissa était avec lui, tout comme leur fille, qui connaissait désormais toute la vérité. Lorsque le médecin sortit du bloc opératoire, son visage était marqué par la fatigue, mais une lueur d'espoir brillait dans son regard. Il a survécu. Nous ne savons pas comment, mais il a survécu. Caleb sentit ses jambes fléchir. Mélissa le retint. Les filles pleuraient. Pendant des semaines, il avait vécu avec l'idée qu'Elijah pourrait mourir pour qu'il puisse vivre. Mais maintenant, en sachant que son fils avait survécu, il ressentit quelque chose de différent. Un véritable soulagement. L'opération de Caleb eut lieu 2 jours plus tard. Elle fut elle aussi longue, elle aussi risquée. Mais les médecins réussirent. Tous 2 étaient en vie, dans des chambres séparées de soins intensifs, luttant pour se rétablir. Les premiers jours furent critiques. Elijah eut une forte fièvre, des infections, des moments où les médecins pensèrent qu'il ne tiendrait pas. Mais il était obstiné, comme sa mère. Il se battit. Et, lentement, il commença à aller mieux. Caleb se remit plus vite. Son corps réagissait bien au traitement. Mais il ne trouvait pas la paix. Il demandait des nouvelles d'Elijah chaque jour et ne se calmait que lorsqu'on lui confirmait qu'il était toujours en vie. 3 semaines après les opérations, Elijah put enfin quitter les soins intensifs. Il fut transféré dans une chambre classique. Il était faible, amaigri, mais vivant. Le lendemain, Caleb, encore en convalescence mais déterminé, demanda à être conduit jusqu'à sa chambre. Lorsque Caleb entra, soutenu par un fauteuil roulant, Elijah était assis sur son lit, regardant par la fenêtre.
Il se tourna et vit l'homme qui, techniquement, était son père. Pour la première fois, il n'y avait pas de désespoir sur le visage de Caleb. Il y avait autre chose. De l'humilité, peut-être. « Salut », dit Caleb d'une voix faible. « Salut », répondit Elijah. Caleb demanda à l'infirmière de les laisser seuls. Lorsqu'elle sortit, il inspira profondément. « Je suis venu te remercier, pas seulement de m'avoir sauvé la vie, mais de m'avoir donné la chance de voir qui tu es vraiment. » Elijah ne répondit pas tout de suite. Il regarda Caleb, vraiment, et vit un homme brisé. Non pas physiquement, mais intérieurement. « Tu as une seconde chance, » dit Elijah. « Qu'est-ce que tu vas en faire » Caleb n'avait pas de réponse toute faite, mais il savait qu'il ne pouvait pas la gaspiller. « Je veux te connaître, vraiment, si tu m'y autorises. » Elijah réfléchit longuement. « Ce ne sera pas facile, je n'oublierai pas, et tu ne peux pas attendre que je t'appelle papa. »« Je sais, » répondit Caleb. « Je veux juste essayer. » Les mois qui suivirent furent une période de convalescence lente pour tous les deux. Elijah rentra chez lui, dans son petit appartement. Caleb retourna dans son manoir, mais quelque chose avait changé. Il commença à rendre visite à Elijah une fois par semaine. Au début, les visites étaient courtes, maladroites. Ils ne savaient pas de quoi parler. Puis, peu à peu, ils commencèrent à se découvrir. Caleb apprit qu'Elijah aimait le jazz, qu'il lisait de la poésie, qu'il travaillait avec des jeunes parce qu'il voulait leur offrir l'espoir qu'il avait failli perdre. Elijah découvrit que Caleb n'était pas seulement l'homme d'affaires froid qu'il avait imaginé. C'était un homme avec des peurs, des regrets et, désormais, un désir sincère de changer. Mélissa commença elle aussi à rendre visite à Elijah. Elle apportait à manger, des livres, parlait avec lui de la vie. Les filles de Caleb, d'abord déconcertées, finirent par accepter qu'elles avaient un frère. Ce ne fut pas simple, mais ce fut possible. Un jour, 6 mois après les opérations, Caleb emmena Elijah sur la tombe de Naomi. C'était la première fois qu'il s'y rendait. Caleb déposa des fleurs et resta silencieux un long moment. « J'aurais dû être là, » dit-il d'une voix brisée. « J'aurais dû aider. J'aurais dû être un père. » Elijah posa une main sur son épaule. « Elle ne t'a jamais haï, tu sais. Elle m'a appris à ne pas haïr non plus. » Caleb pleura comme il ne l'avait pas fait depuis l'enfance. Pas seulement pour la mort de Naomi, mais pour tout ce qu'il avait perdu à cause de ses choix. Avec le temps, Elijah reprit son travail au centre communautaire. Sa santé restait fragile, mais il était vivant. Caleb commença à soutenir financièrement le centre, en prenant soin de ne jamais utiliser cela comme une monnaie d'échange. Il voulait simplement aider. 1 an après les opérations, lors d'un déjeuner simple dans l'appartement d'Elijah, Caleb dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. « Je t'aime, Elijah, et je sais que je n'ai pas le droit de le dire. Mais c'est la vérité. » Elijah le regarda. Il y avait encore de la douleur, encore des cicatrices, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une possibilité. « Je n'arrive pas encore à dire la même chose, » répondit-il honnêtement. « Mais peut-être qu'un jour… » Caleb hocha la tête. Il n'attendait pas plus que cela. Il avait appris qu'être père ne relevait pas du sang, ni du fait d'avoir été présent dès le début. C'était choisir d'être présent maintenant. C'était l'humilité, l'effort et un amour sans garantie. Elijah, lui aussi, avait appris quelque chose. Il avait compris que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait se libérer du poids du passé. Choisir de vivre pleinement, même avec des cicatrices. Les années passèrent. Caleb ne devint jamais le père qu'Elijah aurait mérité dans son enfance. Mais il devint quelqu'un de présent, quelqu'un qui essayait. Et pour Elijah, cela comptait. Cela signifiait que même des cœurs brisés pouvaient trouver un nouveau rythme. La fin de cette histoire
n'était pas celle d'une rédemption totale ni d'un conte parfait. C'était celle de deux êtres imparfaits, tentant de construire quelque chose de vrai à partir des ruines. Celle d'un fils qui avait choisi de donner une chance, et d'un père qui avait appris, trop tard, que la vraie vie ne se trouve ni dans le succès ni dans l'argent, mais dans les personnes que nous aimons et dans les choix que nous faisons tant qu'il est encore temps. Elijah regardait l'avenir en sachant que sa vie avait de la valeur. Non pas parce que quelqu'un l'avait enfin reconnu, mais parce qu'au fond de lui, il avait toujours su que son existence comptait. Et Caleb apprit qu'un cœur n'est pas seulement un organe qui pompe le sang, c'est la capacité de choisir d'aimer, même quand c'est difficile, même quand il est tard, même quand il n'y a aucune garantie. Et ainsi, ils avancèrent, non pas comme un père et un fils parfaits, mais comme deux personnes qui essaient, un jour après l'autre. Si cette histoire vous a touché, écrivez dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place du fils. Aimez cette vidéo pour permettre à davantage de personnes d'y réfléchir et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre interaction aide cette histoire à atteindre encore plus de cœurs.